Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir renouvelé depuis maintenant 8 ans de vous retrouver ainsi dans ce cycle Rencontrer l'histoire. Pour rencontrer l'histoire, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. D'ailleurs, si on cherche midi à 14 heures, on n'est pas au rendez-vous. Le rendez-vous avec l'histoire, c'est pas la peine, dis-je, d'en faire des grands mots ou d'aller chercher dans les monuments ou les événements ou les dates de quoi conforter notre idéal de grandeur, non. Pour rencontrer l'histoire, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de se regarder vivre dans le corps qu'on a parce que l'histoire, elle a d'abord eu à faire, à voir avec notre corps. Elle est là. Et notre corps est plus ancien que nous parce qu'il porte, au fond, des peurs, des angoisses, des histoires. Ainsi, pas besoin de dérouler sa généalogie. Il suffit de s'observer et de dire, par exemple, j'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu, blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. C'est Rimbaud, mauvais sang. Et si j'y pense, c'est parce qu'il y a 2 jours, j'ai été revoir Mauvais sang, le film de ma jeunesse, 1986, j'avais 20 ans, de Léos Carax. Pourquoi ? D'abord parce que ma fille voyait pour la 5e fois L'amour ouf, que manifestement, et j'y ai été avec elle, parce que c'est important quand même, il y a des films générationnels, il y a des films qui vous construisent dans votre rapport au corps, aux sentiments et aussi à la politique. Et j'ai dit, d'accord, je viens de le voir avec toi, mais tu viendras voir le film de mes 20 ans. C'était Mauvais sang. 1986, on est très injuste avec les années 80. On dit que c'était des années fric, chic, dépolitisées, mais la politique, elle était là. Elle était justement, Mauvais sang, c'était un premier film très métaphorique sur le sida. Je parle beaucoup d'épidémie, y compris avec les élèves de l'école du TNB, que je salue, avec qui on travaille. On parle beaucoup d'épidémie. C'était c'est ça, en fait, la politique. La politisation du corps, ça passe par là. Et d'autres épidémies. Et ça, c'était important, quand même, pour moi, Mauvais sang. Voilà pourquoi cette série de rencontres de cette année, on l'a mis sous le signe des corps politiques. Et ça fait sens, assurément, avec les différents spectacles qui sont donnés à voir et qu'on peut, d'une certaine manière, sinon introduire, du moins annoncer ou prévenir. Par exemple, celui qui va suivre, j'espère que vous allez le voir, moi je dirais le voir, le revoir, le spectacle de Mohamed El-Khatib, La vie secrète des vieux. Ce qu'il y a de secret dans la vie des vieux, c'est qu'effectivement, l'amour, la mort s'y nouent de manière éminemment politique. Et qu'est-ce qu'il y a de plus politique dans le théâtre que de saisir ces problèmes-là ? Moi, ces problèmes, je les ai aussi saisis par le cinéma, par le théâtre et aussi par la littérature, et en particulier par un auteur qui a dit ça immensément bien et avec une tendresse féroce, et qui s'appelle Mathieu Riboulet, et qui a écrit ça, cette manière très politique qu'au fond, depuis les années 80, on a eu de faire de nos corps la surface sensible de toutes les luttes. Et puis, c'est avec cet écrivain, cet ami, mort aujourd'hui, que j'ai rencontré une écrivaine, une autrice rare, peut-être parce qu'on s'est rendu compte et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ça c'est rencontrer notre histoire, parce qu'on s'est rendu compte avec Marielle Hubert qu'on lisait ensemble la même chose, les mêmes lignes de Mathieu Riboulet. Alors on s'est rencontrés à la Grâce
au banquet du livre sur des problèmes d'histoire et de littérature. Et j'ai lu son livre, qui est là, « Il ne faut rien dire », titre auquel, évidemment, on ne saurait consentir. Bien sûr qu'il faut dire nos corps politiques. Et j'ai eu très envie, en fait, de vous la faire entendre, parce que c'est une belle et grande voix, parce que c'est une prose puissante, parce que son livre, justement, il parle des silences, il parle de cette manière dont les silences nous trouent et nous constituent en même temps. D'ailleurs, dans Mauvais sang, le personnage qui est joué par Denis Lavant, on l'appelait, quand il était petit, langue pendue, parce qu'il gardait le silence. Ce à quoi il répondait, mais non, c'est le silence qui me garde. Mais il nous garde mal, parce qu'il garde avec lui des souffrances et tout ce qui, d'une certaine manière, nous empêche de vivre. Voilà tout ce qu'il y a dans ce livre que j'ai simplement eu envie de partager, que vous le rencontriez avec moi. Alors, je suis très heureux de recevoir avec vous Marielle Hubert. Je vais maintenant endosser mon meilleur rôle, c'est-à-dire celui qui se tait et qui écoute et qui regarde avec vous. Et puis, rencontrer l'histoire, c'est aussi, pour une autrice comme Marielle, qui est comédienne, cette dernière incorporation qui est de dire son texte, mais pas le lire, l'apprendre par cœur et le donner devant vous. Et vous allez comprendre en fait ce que ça veut dire étymologiquement depuis le XVIe siècle, apprendre par cœur. Parce que depuis le XVIe siècle, le cœur est l'organe indissociablement du courage, de la mémoire et de l'amour. Et qu'il faut du courage, de la mémoire et de l'amour pour affronter ces silences-là. Alors je vous remercie. Merci d'être là et bonne soirée à vous. Sylvette est mourante depuis des mois, presque des années. Elle a coincé sa mort entre les mois et les années pour tromper la masse du temps. C'est une bonne idée. La mort se tient proche mais coincée. Elle reste où Sylvette l'a placée, entre les mois et les années, et les jours semblables s'accumulent. Je souhaite sa mort qu'elle refuse de libérer. Elle veut vivre. Elle le dit. Elle en a le droit. Et je dis que j'ai le droit de vouloir sa mort sans méchanceté, sans voir le mal. Du reste, c'est-à-dire de ce qu'il reste d'elle, 35 kilos, qui cavale, pour n'en devenir plus que 32 puis 31, il n'y a rien à dire. Nous sommes nombreux à ne pas comprendre pourquoi elle veut vivre. Pourquoi il lui importe tant de prolonger la durée de son délabrement. Je nous vois, esclaves de son absurde survie, à nos dépens son jour de plus. Soit. Je ne ressens rien. Je ne suis pas triste. Je dis, j'ai hâte qu'elle meure. Cette phrase possède un pouvoir extraordinaire sur les gens. Je vois les mines interloquées dès que j'ose la prononcer. Ils me disent que j'exagère, tout en se disant à eux-mêmes que je fais ma bravache pour supporter la peine, mais je n'ai pas de peine. J'ai de la peine en revanche qu'on ne me croie pas,
Et certains me prédisent même un cancer tout pareil à celui de Sylvette si je n'arrive pas à être triste de sa mort. Je dis, je serai peut-être triste quand la mort de Sylvette sera advenue, mais en attendant, un jour on me demande, mais est-ce que tu l'aimes ? La question est la bonne. Je le sens. Et je mets un temps infini à répondre. Quand j'étais enfant, j'étais obligée. Oui, c'est vrai ce que tu dis. L'enfant est obligé d'aimer sa mère. C'est une question de survie. Je m'aperçois que le désamour que je porte à Sylvette a été ma victoire. Il m'a fallu tellement de temps pour ne plus l'aimer que je ne suis pas prête à lâcher si vite le fruit de mes efforts, même s'il le faudrait. Les circonstances et le monde me le crient à longueur de temps. Je n'ai pas arrêté d'aimer Sylvette par simple méchanceté gratuite, encore moins par vengeance. J'ai arrêté d'aimer Sylvette par jalousie. J'ai arrêté d'aimer Sylvette quand j'ai compris qu'on ne serait jamais seuls, elle et moi, et que mon amour pour elle était immédiatement redistribué à toute une cohorte de fantômes qui ne la quittaient jamais et qu'elle n'avait pas décidé de quitter non plus. Ce sont eux que j'ai fuis, et retrouver le chemin de mon amour pour elle revient à les retrouver eux. Je ne peux pas faire ça. Comment faire ça ? Je n'étais pas née quand les fantômes de Sylvette étaient jeunes et vivants. Je connais ce temps-là par les sempiternelles photos et les récits qu'elle m'en a fait. Il y a un trou en moi. Ce sont eux. Ce vide-là me mène souvent au bord de la mort. Tout ce que j'arrive à vivre est ce que le trou n'a pas avalé. C'est peu. Il faudrait poser une histoire dessus, comme on condamne un puits. Ou alors jeter l'histoire au fond pour sonder la profondeur du gouffre. Je pourrais aussi effondrer les parois ou les consolider. Oui, consolider les murs qui cernent le vide paraît plus sûr. Comment fait-on cela ? Il faudrait transformer les fantômes en personnages avant que Sylvette meure et raconter leur enfance en l'inventant. Peut-être prendre la posture des historiens qui font de leurs sources des récits, faire machine arrière pour retrouver l'amour, mais où commencer ? Sylvette est née le 1er juillet 1945. Elle est dans le ventre de sa mère à la libération de la France. Dans son corps de fœtus se trouve déjà par millions l'ensemble de ses ovocytes. Avant même sa naissance, le stock est là, complet. Et parmi ces cellules, il y a la moitié de moi. J'étais là, en 1945, noyée parmi des cellules qui n'auront pas de destin humain mais un horizon de déchets. Voilà mon point de départ. En moitié immature, j'assiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En moitié immature, j'étais là à la libération de la France. Je comprends quelque chose de cette vérité vertigineuse. Si ma mémoire ne sait rien de l'enfance de Sylvette, une partie de mon corps sait. Elle sait parce qu'elle y était. Je ne dois plus avoir peur de mentir. Je vais dire une histoire fausse, mais la seule chose que je sais d'elle, c'est que j'y étais. Simone danse au milieu du bal. Elle en est la force comme tous ceux qui l'entourent. Elle est le sceau du bal. Les autres danseurs se heurtent à son épaule et aussi à sa cuisse, mais surtout à son ventre, rempli d'un bébé à naître. Je pense qu'elle voudrait bien que son ventre ne soit pas là. Juste le temps de fêter ce qui arrive, de fêter la libération de la France. Mais la moitié de moi est là aussi, cachée au milieu de la masse des danseurs. Je suis un projet que personne n'a encore fait dans l'un des ovaires de Sylvette, qui se trouve dans le ventre de Simone de 22 ans. Nous sommes gigognes. Le mari de Simone ne danse pas avec elle.
Il est assis à boire un coup avec des copains. Armand est le nom de cet homme. Il anticipe tous les gestes des hommes qui dansent non loin de sa femme. Sentinelle de sa propre jalousie, il voit tout. Simone ne sait pas qu'il le surveille. Personne ne s'en aperçoit. Simone ne sait pas qu'elle attend une fille. D'ailleurs, les voisines lui prédisent plutôt un garçon quand Armand est dans les parages, car il l'a dit et le répète, il ne veut pas d'une fille. Comme si, à force de le rabâcher, le fœtus allait décider de changer de sexe en cours de route s'il avait été une fille ou alors de mourir. De toute façon, Armand ne veut pas d'enfant du tout. Il n'est pas partagé. Il n'est pas décidé à partager Simone. Je sens bien que j'aimerais laisser Armand d'entrée de jeu. Je voudrais me concentrer sur Simone, inventer le sourire à ses lèvres, inventer les chaussures à ses pieds. Je voudrais l'effacer tout de suite, avant même lui avoir donné la moindre chance d'exister, mais c'est impossible, alors je l'ai placé face à la piste. Et je lui fais vider un 8e verre en scrutant sa jolie femme. Il l'a autorisé à aller danser pour mieux le lui reprocher dans quelques heures. Comme c'est la fin d'une guerre, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il en a bavé, qu'il a perdu un bout irremplaçable de sa vie pendant sa mobilisation, qu'il a vu des copains mourir, mais c'est faux. Il se lève péniblement, il cherche un mur où pisser. Sa démarche est étrange. Alors, je resserre l'image et j'ajuste sur ses jambes. Elles sont rentrées, tordues, dérangeantes. Rien ne porte secours à sa désorganisation. Il ne boite pas vraiment, parce que pour cela, il faudrait qu'une jambe soit saine et serve d'appui à l'autre. Non, chez lui, tout est cassé. Le haut traîne le bas. Et en pissant, Armand est bousculé par 2 jeunes hommes de son âge, à peu près 23 ans. Ils ont peut-être déjà rejoint Simone dans le bal. Armand ne fait pas semblant d'être normal. Il est disposé à vivre tout ce que ses jambes lui imposent. Tombé sur son cul sur le trottoir, il laisse sa vessie se détendre et termine ce qu'il a commencé en se pissant dessus, sans honte et sans joie. Armand n'a pas connu les combats. Ses jambes étaient comme ça dès l'enfance. La polio lui a retiré la guerre, mais bientôt, quand on sera bien sûr que tout sera terminé pour de bon, il ne se privera pas de raconter aux inconnus comment un bombardement l'a estropié. Et moi, je n'avais jamais pensé que Simone puisse danser. Simone a toujours été pour moi un tas obèse qui n'éteint pas la télévision quand on vient la visiter, qui vit dans un état de délabrement qu'enfant j'attribue à une intelligence limitée, ce qui était confirmé par une soupe chantante qui confondait tous les mots qu'elle disait, une hotte à aspirer les pensées claires. Mais je sais aujourd'hui qu'un morceau de moi était fiché dans son ventre pendant la toute dernière danse de sa vie, en 1945. Un jour de janvier, 72 ans après la libération de la France, on annonce à Sylvette qu'elle est atteinte d'un cancer. Aussitôt, elle oublie tout ce qu'elle savait des maladies, tout ce qu'elle en avait jamais su. Rhinite, bronchite, gastro-entérite, psoriasis, insuffisance cardiaque, cancer. Tout ça s'est mélangé en un seul mot au fond de sa tête mal rangée. Quelque chose. Elle avait sûrement quelque chose. Tu es malade. Ah, malade, je ne sais pas. Mais je crois que j'ai quelque chose. Sylvette, sous mes yeux, avait la beauté franche d'un Siddhartha tout juste sorti de son palais pour la première fois, une force surnaturelle. Je l'ai regardée ne rien comprendre à ce qu'on lui expliquait et j'ai vu sa lèvre inférieure trembler comme pour mimer les mots qu'elle ne dirait pas. J'ai isolé les détails de son visage, les mimiques, les regards.
pas un mouvement de la face que je ne connaissais déjà par cœur. J'ai pris le temps de passer en revue tout le catalogue d'expressions de son visage et, comme un maquignon sur le point de conclure une vente, je me suis félicitée de connaître si bien ma marchandise. Sylvette ne m'a pas vu faire. Et moi, tout absorbée dans mon inventaire minutieux, je ne me suis pas aperçue qu'il était là. Il me plantait ses regards sur toute la surface de la peau. Il était revenu. Il était là. Je n'en voulais pas, je n'en veux pas. C'était trop tard. J'avais passé toute ma vie à ses côtés quand j'étais enfant. Et dès que j'avais pu, j'avais fui au plus loin. Il n'était pas mon frère de lait, ni mon ami. Il était mon Dieu et mon maître éternel qui m'avait enseigné la passion déraisonnable et fait de moi l'amoureuse désuète que je suis restée. L'enfant Sylvette. Pas un enfant né d'elle, non, puisque je suis celui-là, mais la petite Sylvette. L'enfant qu'elle était. Je la retrouvais après des années et avec elle revenait une vérité que je gardais jalousement au fond de moi quand j'étais petite. Si ma mère avait l'apparence d'un adulte, elle était en réalité une petite fille. C'est l'enfant Sylvette qui présidait les pensées et le corps de l'adulte Sylvette. Je me suis souvent dit que quand j'étais enfant, je pouvais voir l'enfant Sylvette caché dans ma mère, car moi aussi j'étais enfant et qu'entre pères, on se reconnaît fatalement. Au parc ou à la sortie de l'école, je l'entraînais loin de mes camarades, car j'avais peur qu'il me la vole, cette petite fille merveilleuse qui me servait de mère. Chaque jour, je mesurais ma chance d'avoir pour mère un être hybride, qui avait les mêmes désirs que moi en même temps. Je m'aperçois que je dis « il » en parlant de l'enfant Sylvette et parfois je dis « elle ». C'est lui qui me le souffle. Il agrandit son territoire par toutes les possibilités de désignation. Aujourd'hui, l'enfant Sylvette était revenu à la faveur d'un cancer. Les parois de mon trou noir de vie ont tremblé quand j'ai revu ce visage qui m'avait élevé. L'enfant Sylvette là, perché sur le corps de l'adulte Sylvette, l'enfant là, au-dessus du corps, bien installé, retrouvant immédiatement son lien avec moi et me demandant « Mais tu crois que c'est un cancer ? Ça veut dire quoi cancer ? Je crois que mon papa, il a eu un cancer aussi, tu sais. » J'ai vu les yeux de terreur accompagner les phrases qui lui faisaient peur. « Ah oui, 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 ils ont vu quelque chose sur les images, mais de toute façon, je ne vais pas mourir. De toute façon, je m'en fiche. De toute façon, je vais le dire à ma mère. De toute façon, j'ai 5 ans. Voilà ce que moi, j'ai entendu. » J'ai hurlé si fort dans ma tête que j'ai failli casser les os pariétaux de mon crâne. Je me suis fâchée contre la naïveté de Sylvette, contre sa faiblesse, moi qui aime les vérités noires et qui ne sais vivre qu'à l'ombre de leur redoutable augure. J'ai eu envie de lui mettre la tête dans les papiers, dans les chiffres, de lui rappeler la définition des plurimétastases à distance de la tumeur principale, de lui parler de stade 3, de stade 4, de pronostics sombres. J'ai eu envie de toute cette brutalité pour chasser l'enfant qui reprenait possession de son visage, mais l'enfant était là. Il se montrait désormais à tous et me poussait à redevenir la petite fille jalouse que j'étais, propriétaire de sa mère de 5 ans. Alors c'était ça notre amour infini ? Ça allait finir sur une vengeance ?
Sylvette, qui n'avait jamais supporté que je la quitte et que je la laisse à son passé, avait décidé de révéler à tous ce que moi seule savais du temps de ma passion pour elle. Un jour, lors d'une visite, je fouille dans le dossier d'imagerie médicale dans le dos de Sylvette partie téléphoner. Imagerie médicale. Le mot est merveilleusement choisi. On l'emploie aussi dans imagerie médiévale. Imagerie médicale. Tout un cirque de représentations. Je vois la parade bruyante à qui elle appartient onduler en masse sombre sur les radios, poumons, foie, os, médiastin. Ils sont à l'intérieur de Sylvette qui va en mourir, car quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'avais pas réussi à faire des phrases pour les nommer puis les chasser. Mon échec en boule noire qui se multipliait, avaient dit les médecins, en galopant. À ce moment-là, je crois que Sylvette va mourir dans l'année. Mais ça ne m'inquiète pas. Ce que je veux savoir concerne l'enfant revenu. Comment ça va ? Ça va, ma mère va mourir. Je m'aperçois que pour les gens, dire ces 2 phrases d'un coup, c'est comme dire « ça va car ma mère va mourir ». Je me rends compte aussi que je peux placer ces 2 propositions côte à côte sans les joindre. La mort de Sylvette et mon état sont dans des sphères qui ne peuvent pas se rencontrer. Les plus naïfs le disent sincèrement et je les aime 3 fois plus pour cela. Oh là là, mais moi je serais effondrée à ta place. Je ne peux pas envisager de perdre ma mère. Et là, je sens le sang mauvais d'Armand envahir mon territoire physique. Pour un peu, je me mettrais à boiter. Ah mais je n'envisage pas de la perdre, j'envisage qu'elle va mourir. Elle n'est pas du tout sur le point de se perdre, ni de se faire perdre. Elle va mourir. Comme toi, comme moi. Ça y est, ça les pique. Et c'est tout ce que ça te fait ? Oui. Mais d'autres fois, je suis dans un bon jour. Comment ça va ? Ben moi ça va, mais ma mère va mourir. Oh là là, je suis désolée pour toi, comment tu te sens ? Ça va ? Ça va ? Petit sourire triste qui dément la phrase et le tour est joué. Alors, je peux me rassurer parce que je fais ce qu'il faut et j'aime Sylvette comme il faudrait l'aimer. J'ai alors tout le loisir d'écouter les leçons de vie que beaucoup me proposent. Corsetée dans mon habit de fille normale, ils me parlent et j'ai décidé de les croire. Tous, sans distinction de valeur ni hiérarchie, tous, psy, voisins, vieux, magazines, parents, tous, je veux les croire. Ils en ont des leçons à dispenser, des cours d'agonie, et je me fais élève. Ils disent que la mort qui approche règle les problèmes, qu'à la fin, quand les derniers instants viennent faire un tour du côté des mères et des filles, mais précise-t-il, ça marche aussi pour les mères et les fils et même pour ce noir territoire des pères et des fils, c'est l'amour qui prime et qu'on oublie les querelles et même qu'on les regrette, qu'on se rend compte qu'on est peu de choses et qu'il ne faut pas dépenser le court temps de vie imparti sur cette terre en querelle et en rupture. C'est tellement joli, cet amour simple, que moi aussi j'aimerais bien jouer à ce jeu de l'amour rédempteur. Comme la mort de Sylvette est coincée entre les mois et les années, Sylvette est coincée à 5 ans. Je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais su quoi faire de cette connaissance. Les âges sont des lieux, pas des additions d'années.
Et c'est donc sur ce territoire de 5 ans que je dois la rejoindre pour essayer d'y comprendre quelque chose. Je m'assois sur le premier tapis que je trouve et ça y est, je les vois. Sylvette apparaît près de moi. C'est l'année 1950. Elle a 5 ans. Elle joue sur le tapis. Simone chantonne. L'une est debout et l'autre au sol. Elle fonctionne bien comme cela. La petite maison les contient parfaitement. Elle les pèse de ses murs tranquilles. Une heure pleine sonne. Sylvette ne sait pas ce que c'est qu'un chiffre ni même une quantité. Elle se met à l'arrêt et attend que Simone lui donne le nombre d'heures sonnées. 6. Simone ne fait pas de phrase autour, pas la peine de se lancer dans des explications sur les horloges. Mais pour Sylvette, 6, ça veut dire qu'on a encore un peu le temps d'être tranquille, parce qu'après papa sera rentré et maman arrêtera de chantonner. Je voudrais qu'elle m'entende. Sylvette, viens. Je voudrais que tu m'entendes déjà. En 1950. Je pourrais t'inventer de nouveaux prénoms jolis. Viens, je te rebaptise Doucette. Et ce n'est pas grave que j'invente. Ce n'est pas grave que ce soit faux. Je n'avais pas encore d'oreille pour entendre ce que toi tu vivais à cette époque-là sur ton tapis en 1950. Viens, Doucette, je te fais. Laisse donc les taches se répandre sur tes organes. Ne lutte plus, Doucette. Tu n'es pas encore morte. Mais avant que tu autorises la mort à te prendre, viens, on va faire comme si quelqu'un de ton passé t'avait aimé assez pour t'appeler comme ça. Doucette, chut, tu sais que c'est faux. Je le sais aussi. Armand s'est mis à s'intéresser à Sylvette depuis quelque temps. C'est arrivé du jour au lendemain, alors que la plupart du temps, il ne la regardait pas. Une claque par-ci, un coup de pied par-là, à peine plus. Brutalement, il s'est mis à la prendre sur ses genoux, à lui caresser les cheveux. Sylvette pense qu'il a rencontré un magicien à son travail, ou peut-être dans le train qui le ramène de son travail. Et peut-être le magicien lui a dit « Écoute papa, je te donne une formule magique. Si tu l'as dit et que tu touches les cheveux de Sylvette, tu auras envie de l'aimer tout le temps et de la prendre sur tes genoux. » Sylvette pense aussi que papa n'embrasse jamais maman parce qu'il ne lui touche pas les cheveux. Mais la formule a d'autres pouvoirs. Papa a fabriqué un petit cheval en bois avec une crinière de cuir rien que pour Sylvette alors que ce n'était pas son anniversaire. Sylvette a pleuré quand elle a compris que c'était un cadeau rien que pour elle. Elle lui fait parcourir des chemins impossibles sur les motifs du grand tapis et elle sait qu'elle fatigue le cheval à le faire marcher comme ça toute la journée, mais tant que le cheval est au bout de son bras, maman chantonne. Et on est tranquille. Quand j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ignore que je vis dans un endroit du monde qui n'existe pas pour les autres enfants. Sylvette répète souvent « Tant qu'on n'a pas tout donné à un enfant, on n'a rien donné. » Et je ne me sens pas concernée quand elle dit cela. Je ne fais pas le lien entre moi et un enfant, car Sylvette aime tous les enfants du monde. Elle prend dans ses bras n'importe quel enfant croisé dans la rue. Elle lève des punitions données par des parents inconnus de nous. Elle remet un bonnet, une tétine, touche des enfants dans des poussettes sous les yeux des parents interloqués. Et elle me dit « Tous les enfants du monde sont à moi ». Je sens le feu de la jalousie me ravager l'estomac dès qu'elle veut donner son amour infini à un autre que moi. Aujourd'hui,
Je suis surprise du peu de résistance qu'oppose le monde à cette folie de posséder tous les enfants qui passent à sa portée. J'écoute un message sur mon répondeur. C'est un message de soutien pour Sylvette et pour moi. Gigi a parlé à Sylvette et elle voudrait m'en parler. La plupart des gens qui discutent avec Sylvette éprouvent un élan de parole envers moi, comme s'ils avaient besoin que je valide ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je vais très bien, mais j'ai quelque chose ». Alors, ils veulent savoir où est le vrai. Est-ce qu'elle va très bien ou est-ce qu'elle a quelque chose ? Peut-être ne la connaissent-ils pas suffisamment et peut-être font-ils confiance à l'adulte qu'ils pensent qu'elle est. Ils se disent peut-être qu'avoir un cancer multimétastasé permet d'être en excellente santé et même de renouer avec d'anciennes connaissances. L'ennui avec cette maladie, c'est que c'est quelque chose, justement. Je réécoute le message. Bonjour, c'est Gigi. Ben voilà, c'était pour te dire que j'ai eu ta maman au téléphone et puis elle a l'air en forme. Moi, je l'ai trouvée plutôt combative. Elle dit qu'elle va guérir bientôt. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle fait preuve d'une résilience magnifique et je ne peux pas aller plus loin. J'écris une lettre en réponse au message du répondeur. Une lettre que, bien entendu, je n'enverrai pas. Cher Gigi, tu veux que je t'explique ce que c'est que la résilience ? Tu veux que je te raconte à quel point c'est une arnaque monumentale et que c'est même un business à bourreau ? Je vais te le dire à toi, Gigi, ou à n'importe lequel sur ma route me racontera que tel ou tel a fait preuve d'une résilience magnifique. Je te jure que je le frappe avec ma vraie main. Mais tu crois vraiment que l'humain trouve à vivre avec sa force morale intérieure, son intellect ? Mais Gigi, tu es un insalubre danger. Mais ce n'est pas ta faute. Tu ne sais peut-être pas que Sylvette est une victime. Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. Et aussi, je n'ai pas envie. Mais je te demande de me croire sur parole. La résilience, ça n'existe pas. Personne ne survit impunément. Je veux dire, personne ne survit qu'avec ses propres forces seulement. Il faut payer l'addition un jour. La résilience, c'est le mot inventé pour dire que l'addition ne sera pas payée par la victime, mais par un autre, ou quelques autres, ça dépend, des gens choisis pour payer à la place. Je suis cette personne solvable. Les victimes ne peuvent pas s'empêcher de s'essuyer sur les autres. Je te raconterai un jour une fable avec un jeune homme nommé Armand, mais pas aujourd'hui. Laisse-moi égrener des sentences toutes faites. Ça me fait du bien de professer. Gigi, prends ta leçon. J'ai besoin d'enseigner ce que je sais. Je suis qualifiée pour le faire. La douleur, c'est une course de relais. On passe au premier faible croisé sur sa route. Il ne faut jamais croire les gens qui claironnent qu'ils ont enterré leur noir, que c'est derrière, qu'ils ne veulent pas rouvrir certaines portes, que le noir est bien contenu, qu'ils ont mis un mouchoir dessus, un verrou dedans, habillé du joli mensonge de la résilience. Gigi, le noir est comme la lumière. Il cherche un canal pour sortir en ligne droite, on ne peut pas l'en empêcher. Le noir aime les enfants, par-dessus tout parce qu'il ne s'en méfie pas. Et voilà comment se passe le relais, Gigi. Mais il arrive que les enfants, en grandissant, rendent le noir acquis de droit à la victime précédente, qu'ils fassent cela, qu'ils éclatent à l'épée du courage la résilience de leur papa, de leur maman, de leur frère, de leur sœur, ou même la tienne, Gigi. Et tu sais ce qui se passe ce jour-là ? Le noir se masse en taches sombres sur le corps de celui qui se pensait sauvé pour avoir passé le relais. Tu sais, Gigi,
La maladie de Sylvette, c'est un peu comme dans Petit Papa Noël. C'est un peu à cause de moi. J'ai entendu la définition de la résilience. Ils disent que c'est absorber un choc, intégrer les traumatismes et continuer à vivre sans devenir fou. Mais on n'évite pas de devenir fou. Celui qui tient le choc le tient parce qu'il a mis son paquet sur les épaules d'un autre, voilà tout. Et quand il n'y a pas d'autre à disposition, il suffit de faire un enfant. Tu sais, Gigi, Sylvette va mourir d'un cancer, mais je travaille dur pour que cette mort devienne douce. J'ai mis du temps, beaucoup de temps. Mais j'ai fini par comprendre ce que j'essayais de faire avec ce livre. Ce n'est pas un livre de deuil, car les livres de deuil, les élégantes oraisons, les tombeaux du grand siècle ne peuvent s'écrire qu'après la mort de celui ou celle dont on honore la mémoire. Sylvette n'est pas morte, et ce livre s'écrit de son vivant. C'est tellement important que ce soit le cas. Je range l'au-delà. Je le nettoie. Je le prépare. J'essaye de faire descendre Armand et Simone des cieux, de n'importe quel enfer ou paradis, auquel Sylvette croit dur comme fer. Je crois que Sylvette ne meurt pas pour ne pas les rejoindre. Je crois qu'elle a si peur d'eux qu'elle reste de notre côté de l'existence. Je me dis que, tant qu'elle est vivante, c'est que le livre a échoué. Je sais que c'est terrible d'écrire cette phrase. Je voudrais enfermer Armand dans le texte pour toujours, le chasser du ciel pour que Sylvette puisse aller y jouer sans moi. C'est cela que je fais. Même si je dois inventer ce que je ne sais pas. Même si je dois raconter comme Sylvette une fable au plus près de mon passé d'ovocyte gigogne. Sylvette, je vais laver l'Éden. Je le fais péniblement à ma table chaque jour. Tu as séché mon amour pour toi et je n'arrive pas à te tenir la main, mais laver l'Éden, Sylvette, je le fais et je vais essayer de réussir. Sylvette de 5 ans dort dans le lit en fer, face au lit de papa et maman. Le mur froid lui insinue des rêves par ses cheveux jusque dans son ventre. Dans son rêve, le petit cheval de bois à la crinière de cuir est en train de gagner une course démente. L'ombre du grand lit sur lequel elle est née la couve, ni la fumée du mégot, ni sa faible lueur qui dit la place d'Armand dans le lit ne la réveille. Armand mâchonne sa rancœur. Son obsession est pauvre. Il veut Simone pour lui tout seul, il veut retrouver son amour éternel. Mais ce soir-là, une nouvelle idée s'invite dans la boucle de sa pensée malade. S'il tue la gosse, il ira en prison. Ou peut-être même à la guillotine.
Et alors Simone ira dans d'autres bras et il ne pourra pas la tuer de ses propres mains. Simone boude. Elle ne veut plus qu'il la grimpe. Et ce n'est pas si bon quand il doit la forcer. Elle fait exprès de s'endormir en lui tournant le dos, rien que pour lui faire du mal. Le lit conjugal s'oppose au sommeil. Armand entend Sylvette chantonner pendant son sommeil. Elle dort, mais elle chante « Je suis seule ce soir. Seule ce soir. » Que lui raconte donc Simone quand il n'est pas là ? Ma peine. Je suis seule ce soir. Armand se lève. Pourquoi est-ce qu'il continuerait à se laisser martyriser ainsi par les enfants valides ? Sylvette est de leur race qui chantonne la pauvre vie de son père. Tu es seule ce soir, mais ne crois pas ça, petite garce, je veille. Il pense, penché sur son enfant, qui n'est pas le sien, mais une sale race des enfants. Sale engeance les enfants. Les dernières cendres du mégot tombent sur l'épaule de Sylvette qui dort. Armand, à tâtons, cherche le cheval de bois, né d'un jour où il avait voulu être gentil. Voilà comment elles payent quand on veut être gentil, toutes les femmes, les enfants, toutes, elles veulent juste être culbutées. Je cherche une mémoire primitive, une mémoire d'ADN, d'avant les ligaments, les os, le cerveau, l'estomac. Je me fais croire que cette mémoire existe. Et c'est pour cela que je retrouve le chemin des litanies et cette phrase en forme de refrain. J'y étais, j'y étais, j'y étais. Je fais comme Sylvette. Mais nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup font cela. Se mettre à la disposition d'une histoire pour écouter ce que cette histoire a à nous dire, même si nous n'y étions pas. Les historiens en font le métier. Et je me demande s'ils éprouvent la même gêne, la même difficulté au moment de placer leur récit. Je me demande si leur fameuse obsession à faire parler les sources n'est pas finalement cela. Le réconfort qu'ils ont trouvé au moment de dire ce dont on n'est pas sûr. Moi, je suis tellement fatiguée d'inventer la vérité.